Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des Arts et la Science by Jérémy. Alors aujourd'hui je vous propose de s'intéresser aux poudres de rechargement, élément si important dans une recette de rechargement qu'on connaît pourtant si peu. Alors aujourd'hui je vais vraiment décortiquer les poudres pour vous expliquer pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est que la vivacité, qu'est-ce que c'est qu'une simple base, double base, stabilité, température. Bref, on va voir vraiment pas mal d'éléments. Cette vidéo, je pense, va être très complète, très grosse, et donc je pense qu'il y aura même deux parties, parce que ça m'étonnerait que vous digériez une vidéo de 30 minutes d'affilée ne traitant que des poudres. Donc on est parti, on va parler des poudres, on va commencer par la vivacité, et puis au fur et à mesure, on va aller sur des éléments de plus en plus pointus pour essayer de perdre le moins de personnes en route. Alors du coup, commençons par l'élément le plus important d'une poudre, sa vivacité. Qu'est-ce que c'est que sa vivacité ? La vivacité d'une poudre, c'est sa capacité à brûler plus ou moins rapidement ou plus ou moins lentement. Grosso modo, quelle va être la vitesse de combustion de la poudre. Cette vivacité, c'est un élément très important et c'est d'ailleurs ce qui fait la réussite des poudres vives, contrairement aux poudres noires. C'est la granulosité, donc la taille des grains, qui va imposer à quelle vitesse la poudre va brûler. On peut faire une analogie assez facile entre du bois et tout simplement de la poudre. Quand on veut faire durer un poêle à bois ou bien une cheminée pendant toute la nuit, on va avoir tendance à mettre une très grosse bûche. Cette grosse bûche va mettre très longtemps à brûler, contrairement à du petit bois qui lui brûlerait très rapidement et créant beaucoup de chaleur rapidement. Et bien la poudre, c'est à peu de choses à dire la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir des bâtonnets, donc des morceaux de poudre qui vont être assez gros, ces gros morceaux vont brûler lentement, et on aura des bâtonnets ou des morceaux de poudre tout simplement beaucoup plus petits. Dans les formes, on peut avoir du bâtonnet, on peut avoir des poudres, ce qu'on appelle paillettes, on peut avoir des poudres sphériques, bref, on va avoir tout un tas de formes. Je vais surtout m'intéresser aux poudres dites tubulaires, qui sont les poudres les plus utilisées pour faire du rechargement de munitions rayées gros calibre. Alors du coup, cette vivacité, quel est son intérêt ? C'est de tout simplement pouvoir s'adapter à toute la multitude de calibres qu'on a actuellement dans le monde. On a des centaines, voire des milliers de calibres, qui créent des pressions différentes, qui ont des géométries différentes et par conséquent qui nécessitent des poudres multiples et variées. Pour faire une analogie assez simple, j'aime beaucoup prendre l'exemple entre le 243 Winchester et le 308. Ce sont deux étuis strictement identiques, la seule différence étant que le 308 a un projectile de calibre 30, 7,62, et le 243 ayant un projectile de 6 mm, 243. Donc du coup, ils ont tous les deux la même capacité de poudre, simplement, on utilise des poudres beaucoup plus lentes sur le 243. Pourquoi ? Il faut imaginer une chose, c'est que la combustion d'une poudre, c'est quelque chose de dynamique. C'est pas toute la poudre brûle et seulement après, le projectile commence à partir. Ça marche pas comme ça. J'ai un début de combustion, le projectile avance au fur et à mesure, et pendant que le projectile avance, j'ai toujours la combustion qui continue. Et il faut imaginer du coup que ce projectile calibre 30 va libérer pas mal de volume derrière lui et que par conséquent, en fait, on peut utiliser des poudres plus vives qui vont créer plus de pression, tout simplement parce que le volume augmente rapidement. Tout simplement, ce gros projectile calibre 30 libère beaucoup de place et que par conséquent, on connaît tous, enfin j'espère, la loi des gaz parfaits, PV égale nRT, donc si j'augmente mon volume, je vais diminuer ma pression. Et ben voilà, le principe c'est que je vais fortement augmenter mon volume avec l'avancée de mon projectile, donc je vais pouvoir compenser en ayant des poudres beaucoup plus vives qui vont créer beaucoup plus de pression pour compenser cette augmentation de volume. A contrario, le 243 Winchester qui utilise des projectiles très petits de 6 mm va libérer très peu de volume en avançant, et par conséquent il faut des poudres qui brûlent plus lentement, parce que sinon on aurait des pics de pression, tout simplement parce que la pression monterait beaucoup plus vite que le volume n'augmenterait. Donc au bout d'un moment il y a un souci. C'est pour ça que le 243 et le 308, même s'ils ont le même volume d'étui, n'utilisent pas du tout les mêmes poudres. Et ça on peut généraliser pour toutes les poudres. Pour faire simple, plus la poudre est lente, plus c'est des gros calibres, et plus c'est des calibres qu'on va appeler overbore. Qu'est-ce que c'est qu'overbore ? C'est que le ratio entre le volume de poudre et le diamètre du projectile est très faible. Par exemple, un 243, c'est un calibre qui est un petit peu overbore. Ça fait quand même beaucoup de poudre pour une petite ogive de 6 mm. Et donc, plus on en est dans cette configuration-là, et puis on aura besoin de poudre lente. A contrario, quand on a des volumes d'étui relativement faibles, ou alors des projectiles d'un très gros diamètre, on va utiliser des poudres très lentes. L'exemple ultime, c'est les gros calibres de chasse, les 9.3, 9.362, 9.374R. C'est des volumes d'étui qui sont quand même assez conséquents, on a quand même un étui qui fait 62 ou 74 mm de long, mais on a des projectiles très gros, 9,3 mm.
Et donc dès que la combustion commence, le projectile avance, et donc du coup on crée beaucoup de volume. Et donc par conséquent il faut des poudres très vives pour pouvoir conserver des pressions adéquates. Si on utilise des poudres trop lentes, bah, tout simplement on n'aurait quasiment pas de pression, et par conséquent le projectile n'aurait pas la vitesse qu'on souhaite obtenir. Voilà. Alors du coup, je vais essayer de dire beaucoup moins du coup parce que j'ai beaucoup de commentaires comme quoi je dis beaucoup du coup. Donc je vais essayer de m'améliorer là-dessus. Alors, les poudres vives, chez Vitaviori et chez Reload Suisse, je vais vous expliquer un petit peu comment ils les organisent. Donc là, sur la droite du tableau, on va mettre les poudres les plus vives, à gauche, les poudres les plus lentes. Donc, chez Vitaviori, on aurait les N110, 120, 130, 133, 135, 140, 150, 160, 165 et 170. Alors les poudres simples base, je vais vous expliquer la différence entre simple et double base dans un instant, on les reconnaît par le fait qu'elles commencent par un 1 chez Vitaviori. Ensuite, plus la décimale derrière augmente et plus la poudre est lente, la N170 étant la poudre simple base la plus lente de chez Vitaviori. Ensuite, on a ce qu'on appelle les poudres double base, qui réutilisent le même système de vivacité, simplement ils ont décidé de mettre un 5 devant. Donc on aurait la 540, la 550, 560, 565, 570. Et là vous êtes tous en train de vous dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que la différence entre une poudre simple base et une poudre double base? Je vais essayer de répondre à cette question le plus simplement possible. Une poudre simple base, c'est une poudre qui est composée d'un seul élément, simple base, une seule base, un seul élément, qui est de la nitrocellulose. Cette nitrocellulose, on va créer des bâtonnets de tailles différentes pour ajuster la vivacité de la poudre. C'est assez simple comme principe, c'est pas très compliqué. La poudre double base va réutiliser strictement ce même principe. On a un composé de nitrocellulose qu'on va ensuite enrober de nitroglycérine. Cet enrobage va apporter une capacité énergétique supplémentaire qui va faire que cette poudre, en brûlant, va libérer une quantité d'énergie bien plus importante. Pour ceux qui ne le savent pas, la nitroglycérine, c'est le composé principal de la dynamite. Voilà, c'est un élément qui n'est pas tout jeune et pourtant on le retrouve encore beaucoup aujourd'hui. Alors la différence entre les simples et les doubles bases se fait déjà sur leur composition et après sur leurs propriétés physiques et chimiques qui est quand même relativement différente. Une poudre simple base va avoir quand même une certaine facilité de stabilité avec la température, donc elle va brûler de manière assez uniforme en fonction des différences de température. Une poudre double base, quant à elle, va quand même être beaucoup plus soumise aux aléas des températures. Ce sera un élément qu'on verra ensemble un peu plus loin, sûrement dans la partie 2, parce que j'ai pas envie de perdre les débutants. Ensuite, l'avantage, mais aussi l'inconvénient des doubles bases, c'est qu'elles créent beaucoup d'énergie. Elle crée beaucoup d'énergie cinétique pour propulser le projectile, mais aussi beaucoup d'énergie calorifique. L'énergie calorifique, c'est quoi? C'est de la chaleur. Il faut imaginer qu'on a au début de la réaction une certaine énergie qu'on va appeler une énergie potentielle, qui n'attend qu'une chose pour être libérée, c'est l'étincelle de l'amorce. Une fois que cette énergie potentielle va être transformée par la combustion, elle va être transformée en deux énergies. De l'énergie cinétique qui sert, elle, à propulser notre projectile, celle-ci on aime beaucoup cette énergie, mais aussi une énergie calorifique, c'est elle qui fait chauffer les canons, et c'est elle qui fout un peu la merde, et c'est elle surtout qui bouffe vos canons. Et par conséquent, sur des poudres double base, on aura tendance à avoir une énergie calorifique bien plus importante que sur des simples bases, et par conséquent, on va tout simplement bouffer nos canons beaucoup plus rapidement. Donc c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Si vous êtes un tireur récréatif qui tire pas mal de munitions et qui n'a pas vraiment d'envie de compétition, une poudre simple base est très amplement suffisant pour vous. La poudre double base est plutôt réservée sur les gros calibres Magnum sur lesquels on veut vraiment pousser les perfs à mort, bien que je tire du 300 WSM et je suis en simple base, c'est un gros Magnum, pourtant je suis en simple base. Pour les compétitions, quand il s'agit vraiment de pousser les capacités du calibre à l'extrême, effectivement, je vais utiliser de la double base, mais ça reste assez exceptionnel. Dans 95% du temps, je suis en simple base, j'en ai pas besoin de plus. Alors ça, c'était les poudres chez Vitaviori, que j'utilise beaucoup. Je vais vous parler également des poudres de chez Reload Suisse, qui sont tout simplement les deux marques que j'ai tendance à utiliser principalement, si ce n'est exclusivement en fait. Chez Reload Suisse, ils ont également ce même système de vivacité, simplement c'est un peu moins cool la manière dont ils l'ont organisé. Donc il y a la RS 40, pardon, 50, 52, 60, 62, 70, 76, 80. Alors attention, faites pas un parallèle, la RS 40 c'est pas la même vivacité que la N133 ou la N135, même si ça en est pas loin. Alors, eux, ils ont été malins et un peu bêtes à la fois.
c'est assez critique ce que je dis. C'est très malin parce qu'on a vraiment l'ordre de vivacité parfait des poudres, c'est-à-dire qu'on a vraiment la RS40 qui est plus vive que la RS50, qui est plus vive que la RS52, etc. C'est vraiment bien organisé. Le seul problème étant qu'ils n'ont pas montré texto pronto qui est simple base et qui est double base. Pour moi qui est un rechargeur assez expérimenté, j'aime bien savoir s'il tire de la simple ou de la double base. Donc la RS40 c'est une simple base, la 50 c'est une double base, la 52 c'est une double base, la 60 c'est une double base, la 62 c'est une simple base, double base, double base, double base. Et c'est pas très user-friendly comme on pourrait l'appeler, tout simplement parce qu'il n'y a rien qui vous dit si c'est une simple ou une double. On est obligé d'aller éplucher les données techniques du fabricant dans les formats PDF, format A4 pour aller lire la composition de la poudre pour savoir si c'est une simple ou une double base. Franchement, c'est pas cool. Ils auraient pu au moins réfléchir à un système de 1 ou de 5 ou de je sais pas trop quel chiffre avant pour pouvoir montrer à l'utilisateur si c'est une simple ou double base. Bref, je travaille pas chez Reload Suisse, je trouve ça un peu ahurissant comme principe. Voilà pour les vivacités des poudres. Alors là, on va attaquer un point qui est complètement sous-estimé. Les seules personnes qui l'utilisent sont relativement des experts qui ont bien tendance à se cacher de vous donner ce genre d'informations. Moi, je m'en fiche complètement, je suis pas un mec ultra compétitif qui veut cacher tous ses secrets. Je vais vous expliquer un élément qui est très important et qui, je pense, va vous surprendre et je pense que vous allez apprendre pas mal de choses. La poudre, quand elle brûle, quand il y a une combustion de poudre, c'est une réaction chimique. Les réactions chimiques ont des catalyseurs. Qu'est-ce que c'est qu'un catalyseur? C'est un élément qui va accélérer la combustion, qui va accélérer la réaction chimique. La poudre a comme principal catalyseur la température de début de combustion. C'est-à-dire qu'en fait, une poudre qui va être placée dans un contenant qui fait moins 10 degrés ou dans un contenant qui fait 50 degrés ne va pas du tout brûler au même rythme. Et en fait, sa vivacité, tout simplement, est très fortement dépendante de la température. Par conséquent, il est super important de caractériser à quel point une poudre est stable ou varie en fonction de la température. Pour ça, il y a une expérience qui est relativement simple, que tout le monde peut faire chez soi. On recharge 10 munitions ou 20 munitions strictement identiques, la même charge de poudre, le même enfoncement, tout pareil. On va placer la moitié dans un congélateur et l'autre moitié, on va le placer dans un récipient chaud pour qu'elle monte en température. On va tout mettre dans des trucs isothermes pour qu'elles gardent le froid et la chaleur. On va arriver au stand de tir, on va ouvrir. Au préalable, on aura mis 2 thermomètres dans chaque récipient. On regardera les thermomètres. Ok, alors là, ici, dans mes munitions, elles sont à moins 15 et celles-ci, elles sont à plus 40. Ok. Et on va ensuite les tirer devant un chronographe. Je vous conseille également de les tirer et d'essayer de voir si votre zéro bouge, parce que vous verrez que du coup vos vitesses de sortie vont changer en fonction de la température, mais également votre zéro va se décaler. Et ça, c'est un truc qui est assez ahurissant et qui souvent en fait entraîne des ratés dans des conditions assez extrêmes, parce qu'on a des vitesses qui ne sont pas celles qu'on pensait et on a un zéro qui est décalé à cause des différences de température. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut fortement vérifier. Alors du coup, ce que vous allez faire, c'est mesurer les vitesses de sortie de vos différentes munitions à différentes températures et vous allez faire un peu de stats. On va imaginer, là c'est un truc au pifomètre, que j'avais 5 munitions à moins 10 degrés et j'avais 5 munitions à 40 degrés. Mes 5 munitions à moins 10 degrés m'ont donné une vitesse de sortie de l'ordre de 820 mètres par seconde. C'est purement hypothétique. Mes 5 munitions à 40 degrés, quant à elles, m'ont donné une vitesse de sortie de 840 mètres par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'augmentation de température de 50 degrés a entraîné une augmentation de vitesse de 20 mètres par seconde. On va calculer ce qu'on appelle un coefficient, grosso modo, de stabilité, c'est-à-dire de combien de mètres par seconde je vais gagner pour une augmentation d'1 degré. Là, c'est assez facile. J'augmente de 50 degrés et je gagne 20 mètres par seconde de vitesse. C'est assez simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois, donc on va appeler ça le coef, c'est donc du coup 20 que divise 50. 2 cinquièmes, donc 0,4. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'augmente d'1 degré, j'augmente de 0,4 mètres par seconde par degré Celsius. Ok ? Ça, ce serait le coefficient de stabilité de ma poudre. C'est une poudre lambda. Voilà, au pif. Je refais les mêmes tests, mais avec une autre poudre. Une autre poudre où, par exemple, ma première vitesse à moins 10, elle était à 830, même si c'est pas l'échelle, et à 40, elle était à 880. Hop.
Bon là ce qu'on voit c'est que déjà toutes les poudres ne seraient pas égales, c'est-à-dire que là j'ai augmenté de 50 degrés et j'ai augmenté de 50 mètres par seconde. Donc là le calcul est assez simple, donc OF ce serait de 1 mètre par seconde par degré Celsius. Ok, donc ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que la poudre en rouge est bien plus stable que la poudre en bleu. Ok, voilà, c'est tout ce qu'il fallait savoir. Maintenant, comment on l'utilise et surtout comment on s'en sert à ses fins. Le calculateur balistique va prédire la chute du projectile en fonction de tout un tas de paramètres. La vitesse de sortie, le coefficient balistique, la pression atmosphérique, la température, l'hygrométrie, tout un tas d'éléments. Mais il faut bien imaginer une chose, c'est que 99% des utilisateurs mettent ma vitesse de sortie, c'est autant. Bam, c'est 830 mètres par seconde. Ouais, mais mon petit père, c'est 830 mètres par seconde, par exemple à 20 degrés. Si maintenant tu retires tes mêmes munitions à 0 degré, bah, tu verras que tes 830 mètres par seconde, tu te les mets au cul et qu'elles se sont par exemple transformées en 825. Mais ça, le calculateur, si tu ne lui rentres pas les informations, il ne sera pas capable de savoir quelle est ta vitesse prédictive. Tu es obligé de lui donner, grosso modo, tes mesures que tu as faites là. Et pour ça, Strelok est un outil qui est assez super exceptionnel. C'est que ce qu'on vient de faire, pour déjà regarder la stabilité de température de la poudre, va également nous servir à paramétrer Strelok. Strelok, quand vous allez dans... c'est Strelok Pro tout au moins, je ne sais pas le Strelok normal, ça fait bien longtemps que je l'utilise plus. Vous avez l'onglet vitesse, et dans l'onglet vitesse, à chaque fois, vous avez deux colonnes. À gauche, la colonne vitesse, à droite, la colonne température. Et bah, le mec de Strelok, il est pas bête, il a dit, bah écoutez, vous allez mettre vos vitesses en fonction d'une température. Donc comment on compléterait Strelok avec ces poudres-là? Et ben, je mettrai du coup 840 dans la colonne, enfin dans la colonne de gauche tout en haut, température en face je mettrai 40 degrés, et ensuite sur la ligne du dessous je mettrai 820 mètres par seconde, et la température je mettrai moins 10. Et qu'est-ce que va faire Strelok grâce à ces données? Strelok, il va faire ce qu'on appelle une régression linéaire, désolé d'utiliser des gros mots. Quand vous allez faire votre calcul pour faire du tir à longue distance, vous allez me dire, bah voilà, en ce moment je tire, il fait 15 degrés dehors, mes munitions aussi sont à 15 degrés, donc vous mettrez température de poudre dans l'onglet météo, 15 degrés. Qu'est-ce qu'il va faire le logiciel? Hop, 15 degrés, Strelok, ce qu'il va faire, il va dire, ok, alors, j'ai du coup comme information qu'à moins 10 je sors à 820 et qu'à 40 je sors à 840. Là je suis à 15 degrés, en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va partir de moins 10, il va dire ok, il augmente de 25 degrés par rapport à sa référence, et donc je vais augmenter de 25 fois 0,4 mètres par seconde. Donc, tout bêtement, en fait il va faire la moitié du chemin, parce que 15 en fait c'est la moitié entre moins 10 et 40, et bien il va dire, moi je prédis que la vitesse de sortie sera de 830 mètres par seconde, et par conséquent je vais faire la suite du calcul en utilisant ces vitesses-là. Et il y a de très grandes probabilités que vous ayez des résultats bien plus pertinents que si vous n'aviez simplement mis qu'une seule plage de vitesse. C'est quand même particulièrement vrai pour les personnes qui tirent dans des extrêmes de température. Quand vous tirez quand il fait vraiment très froid ou très très chaud, c'est super important de savoir ça. Si vous êtes un tireur récréatif qui tire toujours quand il fait entre 15 et 25 degrés, à la limite on s'en tamponne un peu. Quand vous essayez de tirer dans des conditions un petit peu plus extrêmes, ça a tout à fait son importance. Alors du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement sous-estimé et qui entraîne quand même relativement pas mal de ratés à très longue distance. Au-delà de 1000 mètres, c'est pas étonnant d'avoir des erreurs à cause de cette méconnaissance là. Alors toutes les poudres ne sont pas égales face à ce phénomène, il faut rester très vague. Grosso modo, les simples bases sont quand même beaucoup plus stables que les doubles bases, même s'il y a des exceptions. Les poudres de chez Vitavury et de chez Reload Suisse ne sont pas particulièrement stables en fonction de la température, c'est bien leur principal défaut. En revanche, si vous voulez des poudres qui sont très stables avec la température, Varget, IMR, des poudres plutôt américaines et quelques Ogdon sont quand même très très stables. Malheureusement, elles coûtent un bras et elles sont relativement difficiles à trouver en France et les sources d'appro sont plutôt approximatives. Donc, ce que je préfère, c'est simplement rester sur les poudres que je maîtrise, les Vitavury et les Reload Suisse, et simplement connaître ces phénomènes-là, bien paramétrer mon calculateur balistique et on n'en parle plus. Un autre élément qui est assez important, sur ces différences de vitesse en fonction de la température, il faut toujours relier quelque chose. S'il y a une augmentation de vitesse, il y a une augmentation de pression dans ma munition. Et qui dit augmentation de pression dans ma munition dit aussi potentiellement danger.
C'est-à-dire que votre charge à 15 degrés qui sortait, admettons, à 830 mètres par seconde, elle peut être tout à fait safe, votre levier fonctionne bien, il n'y a pas de traces d'éjecteur ni quoi que ce soit. Mais vous pouvez très bien vous trouver dans le cas de la poudre bleue, là, quand vous êtes à 40 degrés et que vous sortez à 880 mètres par seconde, dans un cas d'énorme surpression où les amorces sautent, où les amorces sont percées, où vous ne levez plus le levier. Donc ça aussi, c'est un élément super intéressant, c'est que quand vous allez faire votre test des 5 munitions de chaque, vous vérifiez également le bon fonctionnement de votre arme, quelles que soient les températures de la munition, et par conséquent, vous n'aurez pas de surprise en plein été, en pleine canicule, votre charge habituelle qui explose les amorces et qui vous gâche la journée. Voilà, ça permet des fois d'économiser une journée de tir, parce que quand on voit combien coûte une journée de TLD, plus les munitions, plus les déplacements, si on peut éviter de foirer la journée par une mauvaise surprise comme ça peut être toujours agréable. Voilà ce qui marque la fin de cette vidéo. Je voulais faire une fin un petit peu différente de d'habitude, tout simplement aussi pour vous expliquer pourquoi les vidéos que je vous avais promis par sondage ne sont toujours pas sorties, et puis pour les personnes qui restent jusqu'aux fins de vidéo, vous voyez un petit peu plus d'éléments de moi, entre guillemets. Je suis passionné depuis environ 1 an d'aquariophilie. J'ai créé un bac qui est là derrière de 700 litres il y a environ 15 jours, 3 semaines. Grosso modo, ça a suivi le sondage et en fait j'ai préféré passer du temps sur la création et la mise en route de ce bac plutôt que sur les vidéos que je vous avais promis. Maintenant que le bac est en route et que j'ai quand même beaucoup moins de travail dessus, je vais enfin pouvoir faire les vidéos dont j'ai parlé dans le sondage, en espérant simplement que nous ne soyons pas reconfinés, sinon tout simplement je vais continuer à bosser là-dessus, ce sera l'occasion.